Hello, everyone. So first of all, I'd like to introduce myself because I think that most of you don't know me yet. I'm Clément Dunikowski, and I recently joined Auchan Retail International as Climate Project Manager in Célibre Koulibaly-Menil and Coraline Barré's team. I will mainly be in charge of monitoring the climate plan of Auchan Retail International and supporting the countries in their climate roadmaps. I'm very pleased to welcome you to this third out of 4 climate webinar organized by Auchan with our partner EcoLearn. The goal of this webinar journey is to inspire you, to inform you, and to stimulate you as a leader in order for you to act and to promote climate action. Today, our speakers will discuss on how to reconcile climate action with economic stakes. It's indeed a major challenge for Auchan, but generally speaking, for every company. The climate plan of Auchan has been designed with the countries to embed and to transform the business model of Auchan and to embrace the challenges of tomorrow. A business, and you know it, is not sustainable if it's not profitable, if we ignore the economic side. The current rising inflation that we all face in every country at different scales is also a big threat for us and for our climate targets. I'd like to say that it cannot divert us from this common goal that we have. Let's take this as a new opportunity, a new challenge to transform our activities and our jobs. I don't want to put too much pressure on Arnaud, Alexis, and Olivier, but I hope that this webinar, combined with the others, will be inspirational and help you to think differently. I also inform you that this webinar will be recorded and very soon available with subtitles in French or in English. Well, Arnaud, I was a bit too long, but now the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Clément, and happy to see you again. So this is our third webinar, inspirational webinar. So as you might remember, the first one was about macro geopolitical risks and issues. Last time we discussed about operational leverage to move on to climate neutrality. And this time, we'll spend some time to assess the relationship between climate strategy and business strategy and economical issues, while raising the question of return on investment. And we'll see how our two speakers can give some testimonies about that very significant matter. And as a reminder, we'll have a fourth and final webinars next time on the agriculture side and the food system question and the relationship with climate neutrality as well. So for this third webinar, that will be both in English and French. So I will make my introduction in French. Alexis will speak in English, sorry, and I'm currently speaking English. And Olivier will finalize in French so that you can both, every single of you can follow in the language that is most convenient for you. So we are very pleased to welcome first Alexis Gazzo, which is heading the sustainability department of Ernst & Young in France, a very strong expert on climate and energy-related issues that will draw a panorama of the climate energy transition and all the economical stakes that are related to this energy transition and how we can move towards more green and climate neutral energy, and focusing on some examples and some business cases related to some companies that are engaged some significant programs out of that. And next, we'll be very happy to listen to Olivier Lefloc, which is heading the climate neutrality program of Legrand. And so Olivier will present you the global approach of Legrand when it comes to climate neutrality, and we'll try to raise as well the question of the relationship with the business and the implication that it can raise. So we'll see Legrand is a bit different from Auchan in terms of business, but you will see there's many relationship, many specific things that are very close to Auchan's situation. And starting with you would see the carbon footprint of Legrand is quite similar to the one you have at Auchan, so that will probably inspire you very much.
So I will now let the floor to sorry, I have a last message for you. So we propose to change slightly the way you can raise your questions. So you can directly go to Menti with this code written under your eyes, and you will be able to raise your questions directly into Menti. So both for Alexis, that I will raise in English again, and then to Olivier in French. And we'll have a last survey for you at the very last moment of this webinar to get your thoughts after this 1 hour meeting. So Alexis, once again, thank you very much for joining, and I let you the floor to present your view on the transition towards a greener energy. Okay, so thank you very much, Arnaud, Clément, and hello to everyone. I will try to share my screen, hoping it works. So I think it's loading right now. Yes, so we can see it, and if you can just put it full screen, it will be more convenient for everybody. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, great. So yes, so as Arnaud said, I'm leading EY's climate and sustainability team in France. Some of you might know my colleague Thomas Go, who's one of my partners, who's working with some of you. I will share a few. So my presentation is not moving. Sorry. Okay. Yeah, I will share a few insights, and of course, I'll be happy to take any questions afterwards about the energy transition, what it means in terms of return on investment. Perhaps a first point is that when we look at the current situation, I think we see that energy is going through a very strong transformation. It's not really new, but it is accelerating. Some of the main items we can identify are, on one hand, a real dissemination of the understanding of the climate emergency and of the need to decarbonize the economy. And that's something that I think has reached a number of decision makers, whether in the policy space or in the business space. And today we really see net zero targets, decarbonization plans in many businesses, including in many governments and policies. So in a way, the cultural battle over climate change has been won, and now a lot of leaders are convinced that we need to decarbonize. The question is more how to do it. The second aspect is on the legislative and regulatory topic, where, well, we see many initiatives that are being rolled out. In Europe, obviously, the Green Deal is a major game changer. It's 54 different legal initiatives, such as a taxonomy, such as a CSRD, such as the Fit for 55 package, and I'll say a word on that in a few minutes. So again, a tsunami of legislations around basically greening the economy that is being put forward in Europe, but it's also the case in other jurisdictions. If you take the United States with the Inflation Reduction Act, it's a $400 billion package of subsidies to green technology, so it's really massive. And last point on the right is the energy crisis that we're going through, with a very steep price increases for electricity and gas in Europe since a bit over a year now. It's actually an accelerator to the transition, to the energy transition, and that's really impressive, because we see that this energy crisis is actually pushing forward much more investments around clean technologies, clean energy, green hydrogen, and so forth. If you look at the figures from the International Energy Agency, which are on the left-hand side of this slide, you can see that today we are talking about
1.4 trillion of investments in green energy. So in a very wide acceptance of the concept here, that includes energy efficiency, renewable, nuclear, electric vehicles. One thing which is quite striking, which you can't see on this slide, is that when you take the total investments in renewable energy, which is close to $500 billion in 2022, for the first time in 2022, it was over the investments in oil and gas for new projects of exploration production in oil and gas. So it's the first time that renewable energy overpass oil and gas investments. It's also quite significant to see that for electricity generation, 90% of new capacities in electricity generation are renewable energy globally, and apparently this is going to be the same in the next years. On the right-hand side of the slide, this is more a focus on France and specifically on investments in venture capital and private equity in clean tech ventures, in clean tech firms. So it's more on the innovation side of things, but it's one indication amongst others. You can see that the rise in what private equity firms and venture capital firms invest in new technologies in clean tech in France is rising extremely rapidly over the last 3 years. So it's very impressive. And we're seeing more and more unicorns from this sector in France. This is not only about renewable energy, this is also about circular economy, mobility, but it's very impressive. When we look at the outlook, again, left-hand side is more focusing on data from the International Energy Agency. The trajectory and the estimates we have at 2030 are basically a multiplication by 2 or 3 of annual investments in this field. So basically, in the next 8 years, we would have a very steep rise of investments of new projects in, I would say, all the low carbon technologies. And again, ×2 or ×3 what we're seeing currently. This is also applicable to national level. I mean, to France, if you look at the plans to deploy green energy, it's also ×2 or ×3 that we are looking at. And the slide on the right shows some projections from the French EPA. Now, what does this mean at corporate level and in particular in the retail space? Well, this means that there are a number of opportunities and important stakes to bear in mind. One is about the importance of managing the self-sufficiency in terms of energy. So basically energy security, securing energy supply, securing energy management costs is an important aspect given the current market conditions and given the fact that, again, we know that energy prices will probably stay rather high in the medium term. And today we have a number of technologies and I would say services that enable us to manage much more better energy and to be self-sufficient, to have self-consumption projects, for instance, with a rooftop solar, but that's one example amongst the others. It allows to provide a strategic advantage by better managing cost, managing exposure to varying cost in the medium or long term. It also corresponds sometimes to better demands from consumers. It's also in line with what investors want. You know that with the European taxonomy, displaying green capex, for example, is one of the items that will interest investors. It also allows, obviously, to derive and generate new revenue streams that can be reinvested. And obviously, this is related to, well, you know, your low carbon strategy, to your low carbon objectives.
and it will also be a strong driver to meeting your decarbonization targets. Now, before taking some examples, I also here wanted to remind what we have known in 2022 in terms of electricity prices. What the curve, the black curve that you see on the right-hand side, these are the average monthly spot prices of electricity in 2022. The lines below are the previous years. So you can see that after years of relatively cheap electricity, so that's in France, we have completely changed levels last year. In the end of the summer, we were around 500 euros per megawatt hours. In some cases, we had clients for which the offers were more around 1,000 euros per megawatt hours. So sometimes 10 times, 15 times the price that they were used to pay. So a very strong change, obviously, in the electricity prices, which has put a lot of businesses under strain. And when we listen to the regulator in France, the Commission de Régulation de l'Énergie, CRE, what they tell us is that they expect that electricity prices in France will stay high for some time because of the supply-demand balance. Now, one of the points that I wanted to put forward today is the possibility to have a direct supply of green energy. I'll say a few words about how this is possible, how this works. This obviously is supplying green energy for a company, for a site, is related to a number of drivers. So regulation, environmental impacts, expectations from stakeholders, whether investors, customers, etc. It's also usually driven by the need to reduce cost, to improve brand and image, and also to support innovation. Now, how does it work if you want to engage in sourcing green electricity or green energy in general? So there are different options, different solutions that are presented on this slide, which have different implications in terms of feasibility, complexity, in terms of credibility also. So typically, if I start from the left, you can have your own project, your own self-generation project. I mentioned rooftop solar, but it can be ground-mounted solar, it can be biomass, it can be different solutions, which is really owned by your company, typically, with or without third-party investment. And I'll say a few words about this. So here you're really investing CapEx or somebody else's CapEx for your own project that will supply electricity. You can also engage in a corporate PPA, so a corporate power purchase agreement, PPA. Here you will contract directly with a producer of green energy on an agreed price and volume over a certain duration. So basically, you're sourcing your own energy, your own electricity, and you will have control over the price and volume independently on how market prices evolve. You can also, point 3, subscribe simply to a green power offer from a classical utility and electricity supplier. And you can simply, last point, purchase guarantees of origin. But again, depending on the options you choose, they are more or less simple and more or less impactful or credible. Typically, buying guarantees of origin is very easy, very simple, but it doesn't really, put you as a leader in this field. It doesn't, it's not really impactful. And obviously, it has also maybe less results in terms of what you're trying to achieve. And that brings to what is your key goal? Is it to secure your supply of energy? Is it to manage your costs? And so here, options like self-generation can be much more credible, but they are more complex and more costly as well in terms of the fact that you have to mobilize CapEx. Now, if I zoom in, what this means exactly, if you take the first case, which is
typically self-consumption. So, establishing your own solar generation project. Here, the example is solar, but again, it can be other technologies. We see a lot of evolutions on this space. If you take, so this is in France, the evolution on the right-hand side, you're seeing that the quantities are still pretty small. 1 gigawatt overall is not huge compared to the 10, 15 gigawatts of installed solar we have in France today. But the progression is massive, over 10 times in the last 5 years. And we see that there's a lot of drive around this because of the increase of electricity cost, because solar equipment is becoming cheaper and cheaper, so very competitive. And we have better, I would say, regulatory and tax frameworks that support self-consumption. Second option, to purchase green power, to engage in a corporate power purchase agreement, a CPPA. You have already done some other companies have done so in France as well. So here I'm focusing on France, obviously. So whether Decathlon, Boulanger, and others, but also many other companies. So we see a drive on this topic, and again, the progression is very strong in this area. Usually based on solar, but there's also a number of corporate PPAs which are based on wind parks. Here again, the energy crisis is very much supporting this development, not only because renewable energy is now very competitive compared to market prices, but also because these kind of contracts provide security on the volatility of future prices. So it's a good way to hedge basically your future electricity costs. And a number of companies also engage in these projects because they have a commitment to decarbonize their Scope 2 and to decarbonize their electricity sourcing, basically. So again, a strong drive on this in France and globally. If you look at the example of what it means when you engage in a corporate PPA, here on this slide, what is simulated is a theoretical market price in red. So here it's imagine that in the next years the electricity prices would decrease. There's no certainty about this, but let's say that they will decrease. Well, if you take a corporate PPA, so again, a contract to purchase directly from a renewable energy developer, in a number of cases, you have a fixed price. So basically, you know that straight away you will save money compared to what you would pay based on current market prices. And even if the prices decrease in the long term, well, you will still have an advantage in terms of cost. It was not the case in the previous years, because in the previous years, renewable energy prices were higher than market prices. So you're actually sometimes losing money first and then gaining on the long term. Here, it's a complete change of paradigm. You're saving money from the start, and you're saving sometimes a lot of money if you're a big electricity consumer. So for example, for a 50 gigawatt hour project, like 70 stores maybe, you can see that the impact could be quite significant. It could be around 7 million, for example. I mean, this is really an indicative calculation that we have done, but it's just to say that it can be very significant. And we are working on a number of corporate PPAs for different companies, whether in the transportation space, industrial space, etc. There's not only energy management, there's also the question of how we're seeing change in transportation and logistics. And here it's interesting because we see a lot of things moving around around fuel switch for logistics. So we're giving examples of what has been announced by different companies in the retail sector. So Carrefour, for example, who is communicating
around the use of biomethane for a number of trucks. It's also the case of Lidl, who has signed an agreement on this and is communicating around this. There are some initiatives, and I think you're part of it, of FRED 21, around how to reduce greenhouse gas emissions from transport. And we're seeing many initiatives from logisticians and transporters like FM Logistics or others, either on biomethane and bio-GNV for trucks, but also on electrification of fleets, but also on hydrogen. So hydrogen in a first step more for, I would say, use in storage and different logistic vehicles in storage facilities, but soon in also trucks and heavy-duty transportation. There was recently a big fair around green hydrogen in Paris called Highvolution, and you already see a number of heavy-duty trucks which are now equipped to be powered by fuel cells and green hydrogen. So a lot of things moving on in transport. Here again, with a very positive outlook in terms of cost reduction and greenhouse gas reduction. So to finish, perhaps to remind that energy issues have different implications. They involve different departments between a company. It can be obviously the sustainability and CSR department, but it's also related to the strategy department, to the purchasing department, which will be very important for energy aspects, and also all which is, I would say, management of subsidiaries, brands, and affiliates. And to finish, maybe just to remind the current and recent initiatives that we are seeing in the policy space. Perhaps to remind that at European level, we have what is called a Fit for 55 package. So it's an ambition to reduce by 55% our greenhouse gas emissions by 2030. We have the ambition also in Europe to reach 45% of energy from renewable sources in energy consumption by 2030. So that's quite massive, because it's basically saying that between now and 2030, we will basically double the installation of renewable energy that we have actually currently installed over the last 20 years. So it's very massive. And we also have very strong energy efficiency targets, almost minus 50%. And in France, and I'll finish by that, we have the the renewable acceleration law, donc loi d'accélération des énergies renouvelables, which means that there are new targets that have been set to deploy much faster a number of green energy technologies, a number of renewable energy technologies. For example, mandatory installation of solar on car parkings above 1,500 square meters. It's one example, for instance, of what this law will change. So again, a very big regulatory drive, very competitive technologies now in some cases like solar, and some other technologies which we expect will become competitive in the next years, like green hydrogen. So lots of things to follow up on, and lots of, I would say, things to take into consideration for your business. So I will stop here. Thank you very much for your attention, and open for Q&As maybe later in the panel. Thank you. Thank you very much, Alexis, for this presentation. So I guess Valentina will share you again the code to ask your question on Menti. But to start with, Alexis, a first question, a quite wide one, because the purpose of this webinar was to assess the return on investment issue. So could you please raise probably some feedbacks you can get out of your clients' experience, and hopefully on retailers that you might
accompany on how they assess this question of return on investment. So let's focus, for instance, on the question of greening energy and the different options you have presented. What are the approach of the business partners you can accompany, and the way they behave while raising that question of return on investment and the impacts they might have on their regular business? Well, yeah, I mean, I think what we see most frequently are projects around energy efficiency, either for buildings or for heating and especially cooling, which in some cases, you know, we have a payback time which is sometimes 18 months, 2 years, 3 years. So it can be pretty short payback time by investing in energy efficiency projects and services. The second aspect is around, as I mentioned, the corporate PPA dimension, so purchasing green energy. And here, you know, I was showing a bit earlier on that you can have savings in the amounts of million euros, you know, when you have a consumption which is substantial. So again, in the example I gave, it's a theoretical example based on real life projects that I can't disclose. But so here we're taking a package of, let's say, around 50 gigawatt hours, so maybe the consumption of something between 50 to 70 large stores, and here it can be an annual saving of 7 million euros on electricity purchasing. So it's very significant. I would say that the last thing that we're seeing is investments in greening and greening fuels or fuel switching for transportation. Here it's a bit too early to have a clear vision because there's a lot of subsidies that are supporting these changing. And so with the subsidy packages, it is interesting because these projects are not yet competitive. But we are expecting that this will change quite rapidly. So basically, to put it shortly, Arnaud, we are working on projects around energy efficiency, around corporate PPA, and we're also working with a number of companies to support the fact of getting subsidies from the ADEME or from other government bodies. So by preparing basically the application for subsidies in an innovative, you know, green transition, green transportation project. Okay, thank you very much, Alexis. So actually, you also opened the gate to the next question that was raised by one of our participants. That was about the evolution of the price for fuels for logistics. And at what moment the new greener fuel will be lower than the regular fossil-based fuel, and to extend this question because it's everything, I guess, relies to being able to anticipate the future and to look at the trends on the pricing of greener options for energy. Could it be electricity or fuels? So what are the best business cases or assessment we can do on assessing at which moment the fossil-based energy will be cheap, will be more expensive than the green-based solution? Are there some reliable sources of perspective that can be used on that matter? Not really. and if I knew, I would be a very rich man. But no, I mean, besides the joke, it's obviously very difficult to be able to predict future prices in the energy sector. I mean, when you look at electricity, for one hand, all the provisions we had before the Ukrainian war were completely different. And now we see that this Russia-Ukrainian crisis completely changed the landscape for gas and electricity prices. So obviously, it's always very difficult. But what I can say about fuels is that, interestingly, we were used to hearing that the competitiveness of fuels like green hydrogen for mobility would be reached between 2025 and 2030, based on different market conditions. With the Ukrainian crisis last year,
interestingly, green hydrogen became sometimes competitive because basically the fact that we had a spike in gas and petrol prices made green hydrogen competitive. It was more a momentarily aspect, but what we are seeing is that for fuels like green hydrogen, the competitiveness will be linked to the capacity to have cheap and massive decarbonized electricity. This is because you need to produce green hydrogen with an electrolyzer, so with electricity. And so this will be related to the rollout of larger renewable energy projects. It will be related also to the fact of, in some cases, producing green hydrogen in other countries, which have much cheaper renewable energy sources, like Spain, for example. It will be related to the scale-up of manufacturing for equipments. So we have a number of gigafactories for electrolyzers, which are being built, but they're not yet constructed, but they are in the making. This is also the case in the United States with the Inflation Reduction Act. So we expect very big scale effects to lower the cost of electrolysis and of green hydrogen production. And on the other hand, we know that carbon prices, for example, will also impact traditional fossil fuels. So, you know, we know basically that the trend means that probably between 25 and 30, we will have this competitiveness of green hydrogen. For others like biofuels, it's also quite difficult because the price is very linked to, I mean, the competitiveness is linked to the price of oil, but also to the taxation aspects. I mentioned carbon taxes, but there are also taxes that affect. So, you know, again, here it's pretty difficult. We are having discussions with airlines, for example, on this topic, because it's a critical topic for airlines. So, you know, basically that's the range that I would give. But again, I would like to repeat what I said earlier, is that the current energy crisis is a very big accelerator for the green transition. And we are seeing much more push in terms of subsidies, in terms of new capital to be deployed in these sectors. So it could well become, I mean, be the case earlier than 25. Let's see. Thank you very much, Alexis. And maybe a very last question to finish with. Because given this uncertainty related to the evolution of the price of greener energy, what advices would you bring to people like Auchan's leaders on whether they should invest right now on ways to green electricity or energy rather than waiting for a cheaper condition in the future? Yeah, I mean, it's obviously a tough question to be sure. What I think is that there's no last mover advantage, and that a lot of companies who have been first movers sometimes may have, I would say, be exposed to more difficult situations because there was a bit less experience, less history on new technology, but usually it's always some experience that has been useful for them to, you know, become much more innovative and to take an advantage. If you take Casino with GreenYellow originally, GreenYellow was a subsidiary really focused on implementing rooftop solar, then also added an energy efficiency aspect, and in fact it became quite a big business. So, you know, after years where it was not very profitable, it became a quite interesting business and a source of revenue with the sale afterwards. If you take renewable energy, I think, you know, in France, the government has spent money on this sector for years, and now it's actually benefiting from a windfall revenue from renewable energy. So I think from a corporate standpoint, you need to assess all the options. I think it's really important to anticipate as much as possible
the future risks that we are seeing. These risks can be in terms of energy supply, in terms of energy price, in terms of exposure to climate risk as well. And I think a number of green technologies today can be a way to be future-proof, to protect yourself from one of these risks, and additionally to gain money and to have new revenue streams. So I think there's no one single answer, Arnaud, to this question. I think it's really a case of analyzing the different options, analyzing the risk and opportunities. But I think in many cases there's a strong business case to move ahead. Thank you very much, Alexis. So now, and I will switch to French. Je vous propose maintenant de donner la parole à Olivier Le Floch, qui est en charge de la neutralité carbone pour le groupe Legrand. Legrand, qui est un groupe donc très proche de l'énergie, puisqu'il vend des produits de gestion d'énergie, et donc qui a été forcément beaucoup plus impliqué dans cette transition bas carbone. Et c'est intéressant d'écouter la façon dont l'entreprise Legrand, le groupe Legrand, s'est engagé dans cette trajectoire bas carbone et les implications business, notamment sur les produits, mais aussi sur la chaîne de valeur qui peuvent en être. Donc, merci infiniment, Olivier, de venir témoigner. Et je vous laisse la parole pour présenter le plan d'action mis en place par Legrand et, dans la mesure du possible, les implications business que la mise en place d'une stratégie neutralité crée pour une entreprise telle que la vôtre. Merci, Olivier. Merci, Arnaud. Bonjour à tous et à toutes et merci pour votre invitation. Alors, je vais partager mon deck. Je vous demande un instant. Arnaud, est-ce que tu pourrais me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon, je te remercie. Après, ok. Donc, encore une fois, merci à tous pour cette invitation. Je vais peut-être commencer effectivement par me présenter. Donc, je m'appelle Olivier Le Floch, je suis directeur neutralité carbone pour le groupe Legrand. Je fais partie en fait de l'équipe RSE. Je reporte à Virginie Gatin, qui est notre directrice RSE, qui elle-même fait partie du COMEX du groupe. À ce titre, je suis en charge de toute la stratégie climat du groupe Legrand, à la fois dans la mesure de l'empreinte carbone, mais aussi dans la définition des objectifs qu'on se fixe, aussi bien en termes d'objectifs SBTI à court moyen terme que d'objectifs à long terme en termes de contribution à la neutralité carbone, et évidemment des plans d'action qui seront nécessaires pour nous amener de la situation dans laquelle on est aujourd'hui à la situation à laquelle on souhaite arriver. Je suis pas né, je suis pas tombé dans la marmite de la RSE étant tout petit. En fait, j'ai commencé ma carrière en tant que financier. J'étais après l'école de commerce, des diplômes d'expertise comptabilité, j'étais auditeur, puis directeur financier dans différents secteurs d'activité. J'ai rejoint le groupe Legrand en 2006, où j'ai eu plusieurs carrières professionnelles. J'ai été embauché comme directeur financier d'une division avant de prendre la direction d'un programme de restructuration de notre activité, de réorganisation de notre activité en Australie. J'ai ensuite passé 5 ans en Inde en tant que directeur des opérations et en charge des acquisitions qu'on faisait à l'époque sur le périmètre indien. Et plus récemment, j'étais directeur général du groupe en Arabie Saoudite, donc complètement impliqué dans le business. J'ai rejoint la RSE en fait à la mi-2021. Alors, je vais structurer ma présentation en deux parties. La première partie, c'est simplement vous donner des éléments contextuels sur la RSE chez Legrand, plus spécifiquement, quelle est notre feuille de route climatique, quelle est notre stratégie climatique. Et dans un deuxième temps, par le biais d'un certain nombre d'exemples, de vous montrer l'implication de notre stratégie climat dans la gestion du business et la gestion des opérations au jour le jour dans notre société. Alors, Legrand a une démarche RSE depuis plus de 20 ans, une démarche RSE historique. Et cette démarche RSE, elle est organisée et sous-tendue par des feuilles de route qui sont en général pluriannuelles, en général de 3 ans, donc qu'on lance régulièrement en se donnant un certain nombre d'objectifs et les moyens d'action, évidemment, à l'intérieur de ces feuilles de route pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, en fait, on est dans notre 5e feuille de route,
qui a été lancé en 2020, fin 2021 et qui couvre la période 2022-2024. Et cette feuille de route, comme les précédentes, on va le voir, fait la part belle en fait à la stratégie climatique. Alors, cette feuille de route s'articule en fait sur 4 piliers. Le premier, c'est d'être un acteur responsable. Le deuxième, c'est de promouvoir l'économie circulaire. Le troisième, c'est de favoriser la diversité et l'inclusion. Et le quatrième pilier est dédié en fait à la stratégie carbone et à la réduction de notre impact carbone par le biais de 3 axes. On n'a pas inventé grand-chose là-dessus, mais le premier, c'est de mettre sur le marché des produits et des services qui permettent à nos clients, des produits et des services d'efficacité énergétique qui permettent à nos clients de réduire leur propre empreinte carbone, donc d'éviter en fait des émissions et CO2 chez nos clients. Le deuxième axe important, c'est la réduction de nos émissions liées au scope 1 et au scope 2. Et le troisième axe, assez classiquement, c'est la réduction de nos émissions liées au scope 3. Alors, si je rentre un peu dans le détail de cette feuille de route, donc sur la partie réduction de notre empreinte carbone. D'abord, avant de commencer, je voudrais prendre un petit peu de recul, simplement pour vous donner du contexte sur quelle est l'empreinte carbone du groupe Legrand en global à aujourd'hui. Notre empreinte carbone, pour vous donner un chiffre en valeur absolue, c'est à peu près 3,6 millions de tonnes en 2021. Les chiffres 2022 ne sont pas encore publiés, mais ne sont pas très, très différents. Cette empreinte carbone, elle se répartit entre scope 1, scope 2 et scope 3. Assez classiquement, notre scope 1 et notre scope 2 sont relativement peu significatifs dans notre empreinte carbone, puisqu'ils représentent à aujourd'hui environ 3% de notre empreinte carbone totale, part qui d'ailleurs diminue assez fortement et rapidement sur les dernières années, parce que ça fait plusieurs années en fait qu'on travaille notre scope 1 et notre scope 2 et qu'on commence à engranger des résultats relativement significatifs en termes de réduction de nos émissions de scope 1 et scope 2, ce qui fait que la part de ces scopes dans notre empreinte carbone globale tend à diminuer assez rapidement. Ce qui est beaucoup plus significatif aujourd'hui, c'est le scope 3. Le scope 3 au global représente donc 100 moins 3%, 97% de notre empreinte carbone. Et à l'intérieur de ce scope 3, on a les achats de biens, de services, de matières premières qui se taillent la part du lion, puisque en fait, les achats de biens et de services représentent près de 70% de notre empreinte carbone totale. Donc, c'est de très loin notre premier poste d'émission au niveau de notre empreinte carbone. On a d'autres postes d'émissions significatifs, même s'ils le sont moins, qui sont en particulier liés au transport amont de nos fournisseurs vers nos usines et transport aval de nos centres de distribution vers nos clients, qui à eux deux représentent environ 12% de notre empreinte carbone. Une autre source d'émissions relativement significative, ce sont les émissions de nos produits vendus. C'est-à-dire que Legrand vend beaucoup de produits qui, entre guillemets, ont des consommations énergétiques nulles ou très faibles. Par exemple, du supportage de cheminement de câbles n'a aucune consommation électrique. Une prise ou un interrupteur ont une consommation électrique marginale par le biais de la dissipation. Mais on vend aussi un certain nombre de produits qui, eux, ont des consommations électriques pour être fonctionnels. On va prendre par exemple l'exemple, on a des activités de luminaires aux États-Unis pour faire de la lumière. Ces luminaires utilisent évidemment de l'énergie. C'est aussi le cas par exemple pour les portiers audio et vidéo avec lesquels vous pourriez être plus familier en Europe, qui utilisent aussi de l'énergie en fait tout simplement pour fonctionner. Donc on fait une estimation en fait de ces consommations d'énergie sur la durée de vie du produit entre les mains de nos clients, et cette consommation d'énergie génère, en fonction de la géographie de nos clients, un certain nombre d'émissions de CO2 qu'on intègre dans notre empreinte carbone totale. Et enfin, on a évidemment des émissions carbone qui sont liées à la fin de vie et au traitement de fin de vie de nos produits. Donc voilà, ce sont les gros enjeux, on va dire, sur notre empreinte carbone. Il y a évidemment d'autres éléments, mais qui sont plutôt moins significatifs. Alors, sur cette empreinte carbone, on a pris un engagement très fort, très clair, qui est notre engagement SBTI à court terme, qui est que d'ici à 2030, nous ayons réduit
nos émissions de scope 1 et 2 de 50% par rapport à une année de référence qui est celle de 2019. Sur le scope 3, on a aussi pris un engagement en conformité avec l'accord de Paris de réduire nos émissions de 15% de la même façon entre 2019 et entre 2030. Alors, ce ne sont pas les seuls engagements qu'on a pris au niveau climatique, et si je vous les résume rapidement, en allant du plus court terme vers le plus long terme, depuis 2022, nous nous sommes engagés à neutraliser par le biais d'actions de compensation volontaire les émissions, le reliquat des émissions de scope 1 et de scope 2 et de certaines émissions du scope 3, en particulier tout ce qui est relatif au déplacement professionnel des employés et le commuting. Donc depuis 2022, nous avons un programme d'investissement en fait dans des projets de compensation carbone pour compenser, pour neutraliser les émissions résiduelles sur ces scopes-là. Dans le cadre de la feuille de route actuelle, donc celle qui couvre 2022 à 2024, nous avons aussi pris un certain nombre d'engagements forts pour ce qui concerne le climat, en particulier la réduction de notre scope 1 et 2 que nous souhaitons voir se réduire de 10% par an sur les 3 prochaines années. À 2030, nous avons évidemment nos objectifs SBTI, donc, auxquels la feuille de route participe finalement avec une déclinaison entre guillemets à court terme de cet objectif SBTI. Et à plus long terme, nous avons un objectif net zéro SBTI de contribution à la neutralité carbone d'ici à 2050, donc avec une réduction de plus de 90% de nos émissions sur l'ensemble des scopes et la neutralisation des émissions résiduelles. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en interne? En fait, on a une feuille de route externe qui sont les éléments que je vais vous montrer là. Et en fait, en interne, on va décliner cette feuille de route externe en objectifs feuille de route interne, c'est-à-dire des objectifs qui soient actionnables au niveau des différentes BU, au niveau des différentes divisions, de façon à mettre des aspects très pratiques et actionnables à nos objectifs. Donc, les émissions évitées pour nos clients, ça c'est le premier axe. Donc, notre objectif est de permettre à nos clients d'éviter 12 millions de tonnes de CO2 sur les 3 prochaines années grâce à nos offres d'efficacité énergétique. Et la façon dont ça se décline en fait, dans l'interne, notre feuille de route interne, c'est tout simplement des objectifs, d'une part, de développement de notre portefeuille produit sur ces sujets-là, et d'autre part, des objectifs de développement commercial sur la vente de nos produits d'efficacité énergétique et le fait qu'on souhaite évidemment mettre ces produits très en avant et pousser leur commercialisation plus rapidement que l'évolution de chiffre d'affaires du groupe. Pour ce qui concerne la réduction des émissions de scope 1 et 2, donc notre objectif global, c'est la réduction de 10% par an de ces émissions. On a un objectif affiché en externe sur la partie efficacité énergétique qui est à hauteur de 12% sur les 3 prochaines années. Donc, l'idée, c'est de réduire notre consommation énergétique en valeur absolue de 12% sur les 3 prochaines années, quels que soient les niveaux de volume auxquels on pourrait être confronté. Et on a en outre, en interne, un certain nombre d'objectifs internes complémentaires qui permettent de participer à cet objectif externe de réduction de nos émissions de scope 1 et 2. En particulier, alors je ne vais pas tout vous les dévoiler pour des raisons de confidentialité, mais on travaille évidemment, on s'est donné des objectifs en termes de production d'énergie renouvelable. Alexis en parlait tout à l'heure, donc on a un programme qui vise à équiper une part significative de nos principaux sites de production et de nos principaux sites logistiques de capacité de production d'énergie renouvelable, en particulier solaire, pour couvrir une partie de nos consommations par le biais de notre autoproduction d'énergie renouvelable. On s'est aussi donné comme objectif d'acheter d'ici à 2025 80% de notre électricité sous forme d'électricité verte, donc avec, comme le soulignait Alexis, en priorité évidemment du corporate PPA, c'est-à-dire une liaison directe sur un projet donné. Il n'en reste pas moins qu'effectivement sur certaines géographies, on fait aussi appel à des garanties d'origine, idéalement qui soient liées à nos contrats d'approvisionnement, mais ce n'est pas toujours le cas en fonction des géographies.
et donc cet objectif d'efficacité énergétique. Sur la partie du scope 3, notre objectif externe affiché est de rentrer dans une démarche d'acculturation et d'engagement de nos fournisseurs dans une trajectoire de réduction de leur empreinte carbone. 70%, près de 70% de notre empreinte carbone est fait sur les achats de biens et de services. Donc, il est absolument essentiel qu'on rentre dans un partenariat approfondi avec nos fournisseurs pour leur donner la possibilité de nous approvisionner avec des matières, avec des composants qui soient moins chargés en termes de carbone, qui ait une empreinte carbone plus réduite, de façon à ce que notre scope 3 en bénéficie. Donc, on s'est donné comme objectif sur les 3 prochaines années d'embarquer au moins 250 de nos fournisseurs clés dans une trajectoire de réduction carbone qui couvre au moins une réduction de 30% de leurs émissions d'ici à 2030. Bon, par ailleurs, d'un point de vue interne, on travaille aussi sur d'autres leviers de réduction de notre scope 3. Alors, pour vous en mentionner un certain nombre, le transport, on a vu que le transport était un élément important, donc on va beaucoup travailler sur notre transport aval qu'on maîtrise parfaitement. En particulier dans l'optimisation de ce transport, dans le choix de modes de transport qui soient, entre guillemets, plus vertueux, plus performants en termes d'émissions de carbone par rapport à d'autres, et à l'intérieur d'un même mode de transport, le choix de solutions qui soient, elles aussi, plus vertueuses. Typiquement, utiliser des camions à hydrogène ou des camions au moins de conception moderne pour réduire les consommations énergétiques et, de ce fait, les émissions de nos transports aval. On travaille aussi beaucoup sur l'éco-design de nos produits, à la fois sur 2 axes essentiellement à très court terme. Le premier, c'est la réduction du poids de nos produits et de nos emballages. Évidemment, qui dit des produits plus légers dit moins de consommation de matière, et donc des produits qui sont, entre guillemets, dans l'empreinte carbone va être plus réduite par rapport à un produit standard. Donc ça, on s'est donné un certain nombre d'objectifs, en fait, par le biais d'actions d'éco-design, de revisiter notre portefeuille de produits pour arriver à apporter à nos clients des produits qui soient plus performants en termes d'empreinte carbone, Cradle to Gate en particulier. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration de matières recyclées. Nos deux principales matières contributrices en termes d'émissions de carbone sont les métaux et les plastiques. Et dans ces 2 familles de produits, en fait, on voit de plus en plus des solutions de matières recyclées, provenant de filières recyclées, qui évidemment ont à la fois un intérêt sur le plan de l'économie circulaire, mais aussi un intérêt sur le plan de l'empreinte carbone, puisque n'étant pas fabriqués à partir de matières vierges, ces matières sont souvent plus performantes en termes d'empreinte carbone embarquée que les matières fabriquées à partir de matières vierges. Donc voilà en fait comment est-ce qu'on alimente finalement notre feuille de route externe par une feuille de route interne dans laquelle on a un certain nombre d'objectifs qui sont définis et qui permettent de travailler de façon pratique au quotidien à chacune des parties prenantes en interne, c'est-à-dire les BU, les pays, les bureaux de développement. Chacun peut participer en fait à l'atteinte de notre feuille de route externe. Donc voilà pour les éléments de contexte. Je voudrais simplement maintenant revenir sur la deuxième partie qui porte plutôt sur l'imbrication entre le sujet climat et la façon dont on gère notre business, dans la façon dont on gère nos opérations. Alors, le premier et probablement un des éléments les plus significatifs, c'est l'importance du sujet climatique dans notre business, dans nos ventes et dans notre portefeuille produit. Un de nos premiers objectifs dans notre feuille de route climat, c'est d'aider nos clients à éviter des émissions de CO2 en leur mettant à disposition des produits d'efficacité énergétique. Alors, ça nous a amené en fait à travailler depuis plusieurs années et de mettre un accent tout particulier avec une priorité sur le déploiement d'une offre de produits d'efficacité énergétique. Et on a maintenant beaucoup de solutions qui permettent en fait à nos clients de faire des économies d'efficacité énergétique. Je ne vais pas vous les détailler les unes après les autres, mais globalement, on a des solutions
de bornes de rechargement de véhicules électriques, on va avoir des solutions de maisons connectées qui permettent des régulations thermiques intelligentes des consommations énergétiques. On va avoir des systèmes commerciaux de gestion hôtelière, par exemple, d'amélioration de l'efficacité de la gestion des chambres de façon à améliorer la performance énergétique des hôtels, système de gestion d'éclairage aussi, et tout un panel de toutes sortes de solutions en fait liées en particulier aussi au data center. À aujourd'hui, en fait, cette offre de produits représente un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires. Alors, c'était 19% en 2020, c'est un peu plus en 2021 et ça va être encore un peu plus en 2022. Donc, là-dessus, en fait, il y a un effet évident de notre stratégie climat sur le développement de cette offre. Parce qu'en fait, on a poussé les feux en termes de développement produit en interne, en organique, pour lancer de plus en plus de produits et des produits de plus en plus performants dans ces gammes de produits. On a aussi ajusté notre politique M&A sur cette base-là. L'année dernière, par exemple, on a acheté 2 sociétés qui fabriquent des bornes de rechargement de véhicules électriques. Donc, ça fait partie de cette stratégie. Et enfin, évidemment, ça joue au quotidien sur les stratégies commerciales et marketing des différents pays et des différentes entités commerciales qui ont pour objectif, des objectifs chiffrés chacune, de développer ces offres, les ventes de ces offres d'efficacité énergétique plus rapidement que le reste de notre chiffre d'affaires. Donc voilà un premier lien entre la stratégie climat et le business, en particulier sur la mise en œuvre de la commercialisation de ces solutions de produits d'efficacité énergétique. Sur la partie produit, je voudrais aussi revenir sur un autre élément qui est le sujet de l'éco-conception. Donc en fait, j'ai mentionné plus tôt qu'on a intégré en fait les sujets de RSE dans l'éco-conception. Et juste pour illustrer cet élément, en fait, lorsque on fait des présentations de lancement de nouveaux produits, donc présentation qui se déroule en présence de la direction générale, où on va revoir en fait l'ensemble des éléments relatifs à la nouvelle famille de produits, ses spécifications techniques, son design, ce qu'on en attend d'un point de vue financier, les investissements prévus. Il est obligatoire pour chacune de ces présentations d'intégrer aussi la composante RSE dans cette présentation, et en particulier de positionner l'offre de produits qui fait l'objet de cette présentation au regard des différents objectifs qu'on s'est fixés en termes de développement durable. Et en particulier, par exemple, on va voir sur la partie climat, dans quelle mesure est-ce que ce nouveau produit, s'il remplace un produit existant, en particulier, améliore sa performance en termes de poids produit, en termes de poids d'emballage, mais aussi en termes de consommation d'énergie lors de sa phase d'utilisation, et de manière générale sur son empreinte carbone globale par rapport aux produits précédents. On intègre aussi évidemment tous les éléments de footprint industriel et de façon dont on va produire et distribuer le produit par rapport à son marché final, de façon à nous assurer que la façon dont on envisage la fabrication et la distribution du nouveau produit permet bien une réduction de notre transport aval, de nos émissions liées au transport aval. Alors, c'est vrai pour le climat, c'est vrai aussi pour l'économie circulaire, où on va mettre en avant l'utilisation de matières recyclées dans ces nouveaux produits, et sur un certain nombre d'autres indicateurs, entre guillemets, RSE, mais simplement pour illustrer sur le fait que la stratégie climat en particulier, mais la stratégie RSE de façon générale, est complètement intégrée dans notre démarche de conception de produits. Voilà pour ce qui concerne la partie produit. Je voudrais maintenant illustrer un petit peu cette relation entre le climat et, au sens général, et la façon dont on fait notre business, en particulier par le biais de la relation client. Alors, je vais commencer par vous montrer une petite présentation d'un de nos... Cette année, Rexel a sorti le Carbon Tracker. C'est un outil qu'on a développé en interne
pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les impacts sur les ressources naturelles et sur les consommations d'eau liés aux produits que nos clients achètent chez Rexel. C'est un produit qu'on a développé en se basant sur des données fiables, validées par tiers externes, et sur une méthodologie qui a été revue par Bureau Veritas. On utilise des données qu'on appelle les PEP, on utilise aussi des données techniques, les données des produits, les données dont on se sert habituellement pour vendre un produit, pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre et les autres impacts environnementaux des produits. Pour nos clients, c'est un vrai avantage. Hier, ils achetaient des produits et ils n'avaient aucune idée des impacts environnementaux des produits qu'ils achetaient chez nous. Aujourd'hui, avec le Carbon Tracker, on est en capacité de leur donner l'impact environnemental d'une commande, d'un projet ou d'une consommation sur une année ou un trimestre. C'est un vrai avantage parce qu'ils vont pouvoir suivre leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs autres impacts environnementaux. Demain, on sera en capacité, sur un devis, de leur proposer des produits qui ont un impact moindre. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller d'ici l'année prochaine. Alors, je voulais simplement, par le biais de cette vidéo de Rexel, qui est évidemment un de nos distributeurs principaux, un de nos clients principaux, illustrer une évolution assez récente mais très forte de la relation qu'on a avec nos clients, en particulier avec une demande grandissante de leur part qu'on travaille l'empreinte, qu'on leur fournisse de l'information et qu'on travaille sur l'empreinte environnementale des produits qu'on leur commercialise. Alors, je vous ai donné l'exemple de Rexel, mais c'est vrai d'autres de nos clients, des constructeurs comme Eiffage, SPIE, Vinci, des distributeurs à la fois professionnels comme Rexel et Sonepar, mais aussi en B2C comme Leroy Merlin par exemple ou Bricomarché. On voit cette évolution très forte à aujourd'hui où chacun de ces clients nous réclame de plus en plus de connaître l'impact environnemental et évidemment, dans un deuxième temps, de réduire cet impact environnemental. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi en fait cette évolution, essentiellement pour trois types de raisons. La première, c'est que certains de nos clients, comme nous, se sont engagés dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone et de ce fait, comme pour nous, le poids de leurs achats, c'est-à-dire de nos ventes chez eux, est très significatif. Donc, pour réduire leur scope 3 et leurs émissions, en particulier liées aux achats de produits, ils ont tout simplement besoin de savoir combien pèsent nos produits dans ce scope et surtout, dans quelle mesure est-ce qu'on va être capable de les accompagner à réduire ces émissions dans le futur. C'est pas forcément l'élément principal. Il y a un deuxième élément qui sont des besoins légaux, en particulier en France, par le biais de la loi AGEC, de la RE 2020. Alors au niveau européen, on peut aussi mentionner la future ESPR et le Product Environmental Footprint, le PEF, qui vont venir renforcer, entre guillemets, les attentes et les exigences réglementaires sur l'affichage des données environnementales. Mais là encore, c'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que nos clients, de plus en plus, comme Rexel l'illustrait précédemment dans la vidéo, souhaitent mettre en avant auprès de leurs propres clients une offre commerciale de produits durables, c'est-à-dire de commercialiser des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Ça, c'est vraiment ce qui sous-tend leur demande. Alors, à aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le secteur se cherche un petit peu dans le domaine et qu'on a beaucoup de différentes demandes sur différents indicateurs. Parce que lorsqu'on regarde l'empreinte environnementale d'un produit, on peut penser évidemment à l'empreinte carbone en cradle to gate ou en cradle to grave. On peut réfléchir, on peut aussi saucissonner le sujet en phase du cycle de vie de façon plus fine. Mais on peut aussi parler de l'épuisement des ressources halieutiques, on peut parler de la consommation en eau, du contenu recyclé, des présences de terres rares et de nombreux autres indicateurs. Donc, en fonction des clients avec lesquels on travaille à l'heure actuelle, on a des demandes qui peuvent être différentes et qui ne portent pas forcément sur les mêmes indicateurs avec les mêmes définitions. Donc ça, c'est une difficulté. Alors,
quelle est notre réponse en fait par rapport à ce besoin client? Eh ben, on est partie prenante en fait à cette évolution du marché. Notre réponse essentielle, c'est de mettre à disposition de nos clients ce qu'on appelle des PEP, des des profils environnementaux produits, qui sont des EPD, des Environmental Product Declaration. Ce sont en fait des documents standardisés, normés, qui permettent à un client ou à n'importe quelle partie prenante, pour un produit donné, de connaître l'ensemble de ses caractéristiques et en particulier l'ensemble des impacts environnementaux sur la base d'une dizaine d'indicateurs, et ce sur chaque cycle de la phase de vie. Donc c'est un document très détaillé, standardisé, qui donne énormément d'informations sur l'empreinte environnementale de notre produit. Et donc, on s'est donné comme objectif d'avoir une couverture significative de notre offre produit et en particulier notre objectif d'ici à 2024 de couvrir jusqu'à 72% de notre chiffre d'affaires avec ces documents qui permettent à nos clients d'avoir une vision détaillée et complète de l'empreinte environnementale de nos produits de l'empreinte environnementale de nos produits. Aujourd'hui, pour info, on couvre à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Et puis, on travaille en plus au quotidien sur un certain nombre de projets pilotes avec nos clients pour mettre à disposition de la donnée environnementale et la structurer, parce que une des évolutions qu'on voit aussi naître, c'est le développement d'éco-scorecard, donc de notation environnementale des produits. Et donc, il y a beaucoup de réflexions de la part de plusieurs clients avec lesquels on travaille sur comment justement mettre en œuvre ce scorecard et comment faire ce calcul de notation. Donc voilà pour ce qui concerne la partie client. Ça, c'est l'élément qui me paraît essentiel, entre guillemets, dans l'évolution de la relation client pour ce qui concerne la partie environnement et en particulier la partie climatique. Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a aussi évidemment une évolution forte de nos relations avec nos fournisseurs. Comme je vous l'ai montré en fait sur notre empreinte carbone, les fournisseurs, les achats de biens et de matières représentent près de 70% en fait de notre empreinte carbone totale. Donc, on ne peut pas faire l'économie de rentrer dans une discussion forte avec nos fournisseurs pour qu'ils nous aident à réduire cette partie de notre empreinte carbone globale. Alors, on a lancé en fait une initiative cette année sur cette feuille de route, où en fait on souhaite obtenir l'application, faire un travail d'acculturation finalement de nos fournisseurs. C'est-à-dire que on veut embarquer un grand nombre de nos fournisseurs stratégiques dans une démarche de réduction de leur empreinte carbone. Alors, ça passe par un certain nombre d'actions qu'on a commencé à mettre en œuvre. D'abord d'état des lieux, quels sont nos fournisseurs qui aujourd'hui calculent leur empreinte carbone, parmi ceux-là, quels sont ceux qui ont des engagements de réduction de leur empreinte carbone, et puis quels sont les plans d'action qui sont associés. Et de façon à accompagner évidemment ces fournisseurs plus matures sur cette démarche et profiter de leur démarche pour réduire notre empreinte carbone, mais aussi de travailler à l'acculturation de nos nombreux autres fournisseurs qui, de taille plus modeste, n'ont pas à aujourd'hui de démarche carbone ou de démarche de stratégie climat. Donc, on met en œuvre sur cette année en particulier, sur 2023, des programmes de formation par le biais de webinaires, par le biais de formations mis à disposition de nos acheteurs et de nos fournisseurs pour qu'ils commencent à bien comprendre la problématique climatique et qu'ils se mettent en marche pour développer, d'abord calculer leur empreinte carbone et mettre en œuvre une stratégie de développement, de réduction de leurs émissions dont on va pouvoir bénéficier pour réduire nos émissions de Scope 3. Donc, une évolution là aussi par l'intégration de ce sujet climatique dans les relations qu'on peut avoir avec nos fournisseurs. Enfin, et ce sera ma dernière partie, le climat finalement touche un peu tous les secteurs d'activité de Legrand.
bon, je vous ai parlé de la partie développement, portefeuille produit, les clients, les fournisseurs. On peut aussi mentionner, par exemple, la partie financière. Il y a de nombreuses interactions entre le climat et la finance. Juste pour vous en mentionner quelques-unes, vous êtes évidemment, Auchan étant évidemment un groupe coté, vous avez bien en tête la DPEF et la CSRD dans le futur, donc où on a en fait des contraintes très fortes en termes de communication de notre stratégie climat vis-à-vis de nos investisseurs. On peut aussi mentionner cette année, enfin depuis l'année dernière, la mise en œuvre de la taxonomie verte de l'Union européenne, dont on voit qu'elle sert de plus en plus de base de discussion avec nos investisseurs qui s'intéressent à quelle est la partie de votre chiffre d'affaires ou de vos activités qui sont éligibles à la taxonomie, alignées avec la taxonomie, quelles sont les dépenses de CAPEX verts que vous pouvez être amenés à mettre en œuvre, etc. Donc ça fait partie de l'échange et des discussions avec nos investisseurs de façon grandissante sur ces deux dernières années. Je pourrais mentionner aussi de façon plus anecdotique le fait que en 2021, nous avons lancé un emprunt obligataire qui est indexé en fait sur notre performance SBTI avec une prime liée à notre performance au regard de nos objectifs SBTI. Et en fait, un élément aussi important en termes financiers, c'est le fait que nous avons utilisé aussi en interne le prix carbone, le prix du carbone pour valoriser en fait les différentes actions de réduction des émissions dans un certain nombre de prises de décision au niveau de nos calculs de retour sur investissement en interne. Donc, on a pour mémoire un prix carbone qui est fixé à 80 € la tonne. Alors, en conclusion, rapidement, pour le grand, finalement, le sujet du retour sur investissement ne s'est pas posé de la façon dont on pourrait l'envisager, à savoir, est-ce que toutes ces actions ont un retour sur investissement? Alors, heureusement ou malheureusement, mais on va dire heureusement, le grand évolue dans un secteur d'activité qui, par nature et par choix aussi, est un secteur d'activité qui est en pointe des stratégies climatiques et des actions contre le changement du climat. Donc, on évolue dans un secteur d'activité avec Schneider, dont on connaît bien l'engagement, ABB, Siemens, etc. Et depuis de nombreuses années, nos parties prenantes, finalement, ne nous ont pas laissé le choix que d'avoir des ambitions très fortes et de les exécuter pour ce qui concerne notre stratégie climatique. Donc la question finalement du retour sur investissement, c'est pas forcément posée en ces termes, parce qu'en fait, si nous n'avions pas une stratégie climatique ambitieuse, nous serions tout simplement en dehors du jeu. Voilà qui conclut ma présentation. Je suis évidemment prêt à prendre des questions, alors en français ou en anglais, si c'est plus pratique. Très bien. Écoute, merci infiniment, Olivier, pour ce panorama très complet des implications entre la stratégie climat et la stratégie d'entreprise. Et cette question que j'allais te poser, mais auquel tu as répondu sur l'implication en termes de retour sur investissement et de rentabilité. Tu as évoqué très rapidement la mise en place d'un prix carbone interne chez Legrand. Est-ce que tu pourrais en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît, le mécanisme suivi et l'implication et la conséquence que ça peut avoir dans les décisions d'investissement? Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout simplement, on a excusez-moi, on a identifié tous les processus à l'intérieur de Legrand de prise de décision dans lequel on faisait intervenir des calculs de retour sur investissement. Alors, il en existe par exemple sur les choix de matières et de fournisseurs. Il en existe aussi sur les processus de développement de nouveaux produits, sur les choix de CAPEX, etc. Et dans chacune de ces procédures, on est allé intégrer finalement au calcul du retour sur investissement la valorisation de l'impact de la décision sur l'empreinte carbone du groupe. Je vous donne un exemple. Développement de nouveaux produits. On a un produit B qui remplace un produit A. Donc, on va faire un calcul de retour sur investissement en intégrant les CAPEX, etc., etc. Et on va intégrer dans le retour sur investissement l'impact chiffré en euros de l'évolution de l'empreinte carbone du nouveau produit versus l'ancien produit.
Autre exemple, lorsqu'on a le choix entre 2 machines à injecter pour nos processus industriels, on va intégrer, outre les éléments de prix, d'investissement, de coûts de maintenance et de coûts d'opération, aussi l'impact de la consommation énergétique comparée de ces 2 machines et donc de leurs émissions carbone, des émissions carbone qu'elles vont provoquer de façon comparée. Voilà. Donc, ça a été un travail finalement d'inventaire de tous ces calculs, de tous ces travaux dans lesquels on fait des calculs de retour sur investissement, de façon à systématiquement intégrer la dimension carbone. Alors, pour être tout à fait franc, c'est pas hyper significatif d'un point de vue financier. C'est pas hyper significatif. Pourquoi? Parce que de manière générale, on est dans une industrie qui est assez peu énergivore. On n'est pas des fabricants de métaux ou d'acier ou de ciment. Donc, même en valorisant à 80 € la tonne de carbone, qui est, on va dire, un niveau plutôt haut dans le benchmark, même en valorisant à ce niveau-là, finalement, l'impact du carbone dans le choix de nos investissements est relativement limité en général en termes d'impact. Par contre, ce qui est important, c'est le fait que chaque fois qu'on fait un investissement, chaque fois qu'on fait un calcul de retour sur investissement, on soit forcé de se poser la question de quel est l'impact de la décision qu'on s'apprête à prendre sur notre empreinte carbone. Et c'est ça qui est important. C'est plutôt de la dimension éducative que l'aspect finalement strictement financier de l'utilisation du prix carbone dans le calcul de retour sur investissement. Merci Olivier. Alors, une question un peu connexe. Est-ce que vous avez mis en place chez Legrand un dispositif d'incentive dans la rémunération associé à la performance climatique? Oui. En fait, tous ceux qui ont un bonus indexé sur une partie de leur bonus qui est indexé sur les résultats de la RSE, donc à commencer par notre PDG. Quand j'étais directeur général des activités du groupe Legrand en Arabie Saoudite, 20% de mon bonus, pour être très spécifique, était lié à ma performance, à ma performance RSE. Donc j'avais un scorecard RSE, au même titre que j'avais un PNL pays, et je devais performer sur cette scorecard RSE et une partie de mon bonus en dépendait. D'accord. Et le 20% que tu citais est à peu près représentatif du niveau d'importance que ça revêt dans tous les rémunérations variables des dirigeants? C'est plus ou moins important, mais oui, c'est relativement représentatif, effectivement. D'accord, donc un pourcentage assez significatif. Oui. Alors, je te poserai peut-être une dernière question, parce qu'il y en aurait tellement à te poser, mais tu insistais sur le fait que 70% des émissions de votre empreinte carbone étaient associées à votre scope 3 amont, à vos fournisseurs. Est-ce que l'appréciation des risques directs, indirects du changement climatique, alors que ce soit un impact sur les coûts d'approvisionnement, les coûts de transport, les enjeux de rupture d'approvisionnement et d'autres natures de risques, est-ce que ces risques ont eu pour conséquence d'envisager de faire évoluer votre schéma d'approvisionnement et notamment dans sa géographie avec un repositionnement de vos zones d'approvisionnement? Alors, oui, évidemment, parce que les perturbations logistiques, mais ce n'est pas forcément lié à la stratégie climatique, je dirais. C'est plutôt les perturbations logistiques qu'on a eues, en particulier durant le Covid, nous ont amené à nous reposer des questions sur nos sources d'approvisionnement. Alors, on remet aussi en cause au quotidien, et là plus en liaison avec la stratégie climatique, nos choix de fournisseurs, aussi bien en termes d'origine que de comment dirais-je, de processus de production de nos fournisseurs sur l'angle empreinte carbone. Pour vous donner un exemple, lorsque maintenant on compare 2 fournisseurs pour une même matière, on va intégrer par le biais du prix carbone justement l'impact de la distance existante entre le fournisseur et notre point de livraison sur l'impact que ça va impliquer sur notre empreinte carbone, et de ce fait, on vient modérer les évolutions de prix faciales d'un fournisseur à l'autre par l'élément carbone. Dans le futur, même si c'est pas encore le cas, j'imagine aussi qu'on pourra venir intégrer le prix carbone dans l'empreinte carbone du produit. C'est-à-dire qu'un fournisseur qui sera en mesure de nous proposer un produit qui soit plus performant sur le plan environnemental, qui ait une empreinte carbone qui serait réduite,
sera favorisé par le biais du prix carbone, l'intégration du prix carbone, par rapport à un fournisseur qui aurait une empreinte carbone plus forte. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour nous avoir partagé ces informations que chacun jugera à l'aune de ses activités au sein de Auchan et quelle perspective il peut en tirer. Il nous reste quelques minutes pour la traditionnelle question finale. Donc je vous laisse retourner sur Menti avec le code. Avec cette question aujourd'hui, quel était le sujet qui vous a le plus intéressé, à résumer en un mot ou quelques mots? Voilà, je vous laisse prendre le temps d'y répondre et dès qu'on aura un nuage de mots qui se dessine, Valentina pourra le partager sur votre écran. Alors, je pense que nous devons avoir un premier résultat qui doit intervenir. Je vous laisse encore quelques secondes. Temps d'accéder à la plateforme, je vous rappelle le code. Sur l'écran, 67 50 20 79. Voilà. Donc, on va commencer à voir se dessiner un nuage de points. Alors, on va laisser un peu plus de temps. Là, il n'y a que deux mots, votre expérience. Green Energy Price. Donc, vous avez pu le voir, les présentations de Alexis et Olivier se renvoyaient bien évidemment, puisque Olivier l'a présenté, mais Legrand a mis en place un programme d'approvisionnement ou de déploiement de capacité de production d'électricité verte. Donc, ça renvoie effectivement à ces questions du prix de l'énergie, avec toute l'incertitude qui en est à l'avenir. Legrand, imprédictabilité, effectivement une certaine incertitude sur l'évolution des différents paramètres, notamment sur les prix de l'énergie. Alors, je laisse encore un petit peu de temps. Ça me permet de vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu dans à peu près un mois et il se traitera cette fois-ci des questions d'agriculture et de schéma alimentaire. Vous le savez, hein, l'empreinte carbone de Auchan est fortement en lien avec l'amont agricole et la vente de produits alimentaires, et ce sera intéressant de creuser ces différents aspects avec un expert de l'agroécologie qui viendra présenter le lien entre les pratiques agricoles et le climat, et un représentant du groupe Bell, qui est un groupe assez engagé dans le support à la transition agroécologique et notamment dans sa dimension climat. Voilà, ce qui vous a laissé le temps. Complexity, les exemples, Evolution of the Paradigm. Donc effectivement, on est dans une démarche assez systémique. Bon, pas mal d'interpellations sur les aspects d'énergie verte, évidemment, et sur les prix, qui était un élément qui a été mis en avant, en particulier par Alexis. Voilà, on voit quelques mots. Green Energy. Vous pouvez noter, hein, la partie Green Energy est d'importance sur votre scope 1 et 2, mais comme l'a présenté Olivier, les enjeux vont bien au-delà sur la partie scope 3 avec la réflexion sur l'offre, sur l'interaction client et puis toute l'interface avec les fournisseurs. Voilà, je vois que le nuage de mots évolue. In, c'est un encouragement, j'imagine. Carbon tracking. Retour d'expérience. Bon, Green Energy semble remporter l'adhésion. Bon, on laissera évidemment le nuage de points se compléter avec les deux toutes dernières évolutions. On arrive exactement à la fin de notre webinaire. Mais merci à vous de l'avoir suivi sur 7h30. Merci encore une fois infiniment à Alexis et Olivier pour leur témoignage et pour la réponse complète et précise aux questions qui ont été posées. Et bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end par avance, et je vous donne rendez-vous dans un mois pour le dernier webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.